Mais pour le hockey québécois, on le sait qu'est-ce qu'on faisait de bien, puis ce serait facile de retourner à ça. Mais moi, c'est ça qui me fâche. Parce que quand on regarde... la Ligue de hockey Midget 3A au Québec, là, il y avait 7 équipes dans cette ligue-là auparavant, jusqu'au début des années 90, milieu des années 90. Et c'était probablement la Ligue de hockey Midget la plus forte au monde. Il y avait, en dessous de chaque équipe Midget 3A au Québec, tu avais 2200 joueurs Pee-Wee d'âge Pee-Wee dans la pyramide. Là. Ça veut dire qu'il fallait que tu sois, même si on parle de gars de 16 ans, il fallait que tu sois un homme en tabarouette pour réussir à jouer Midget 3A au Québec. Là. C'était une ligue... C'est comme 20 sur 2000. C'était extrêmement fort, extrêmement compétitif. Puis tu avais des gros bonhommes là-dedans parce qu'on choisissait juste la crème de la crème. Et Hockey Québec a commencé à dire, là, on va faire un système de clubs, un peu comme en Europe, et on va créer des équipes Midget 3A dans toutes les régions. Et là, on est rendu, il y a 15 équipes dans la Ligue de hockey Midget 3A. Et dès que ça s'est fait, là, on le voit, là, les deux courbes, quand tu fais les deux courbes, là, le nombre de joueurs québécois dans la Ligue nationale a fait ça. Et malgré qu'on ait doublé le nombre de joueurs 3A, et il y a eu expansion en même temps dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On est passé de 12 à 18 équipes. Alors, fait que ça fait qu'on développe des joueurs de moins bonne qualité parce que... mais en même temps, tu disais, Martin, tout à l'heure, tu disais on fait jouer les meilleurs avec les meilleurs. C'est un petit peu... J'imagine qu'à l'époque où il y avait... Puis tu avais l'air de déplorer un petit peu ça. C'est parce que c'est tout ce qu'on fait. C'est parce qu'à partir du moment où... Si tu as 7 équipes, forcément, c'est que tu as identifié les meilleurs, peut-être un peu trop vite, mais tu les as identifiés puis tu les fais jouer ensemble. En transposant ça à 15 équipes, tu bascules peut-être dans l'excès inverse, c'est-à-dire que tu dilues ton produit, mais en même temps, tu diminues les chances que tu as des gars qui tombent entre les cracks puis que finalement, tu dis, lui, on l'a pas recruté, on l'a pas développé. Il n'y a pas un juste milieu à trouver. Faire jouer les meilleurs contre les meilleurs, on identifie l'élite trop rapidement. On commence à créer une élite 3 à l'âge de 11 ou 12 ans. Et là, quand on arrive au niveau Midget, qui est M18 maintenant, si ma mémoire est bonne, là, la pyramide est inversée. Il y a comme... Et le système québécois, avec 15 équipes Midget 3A, ne produit pas plus de joueurs juniors majeurs. Il n'y a pas plus de Québécois maintenant, en 2024, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec qu'il y en avait quand il y avait 7 équipes Midget 3A. Ça veut dire que le système n'est pas capable d'en produire plus. Ouais. Et ceux qu'on développe, finalement, ne sont pas mieux formés. T'sais, à un moment donné, il faut que tu les regroupes, les meilleurs talents. Là. Puis le meilleur âge pour le faire, c'est autour de l'âge de 16 ans. Puis on l'a complètement échappé. Et là, si on regarde... Maintenant, chaque équipe Midget 3A est supportée par 800 joueurs d'âge Pee-Wee au lieu de 2200 à l'époque. Et comme maintenant, le membership de Hockey Québec a diminué quand même considérablement. J'ai fait le calcul. Là, pour avoir les mêmes ratios qu'on avait auparavant quand il y avait 7 équipes, il faudrait qu'il y ait 5 équipes Midget 3A au Québec au lieu de 15. Au lieu de 15. Alors, regardons ce qu'ils font les Américains. Là. Ils ont un programme national avec une équipe nationale des moins de 17 ans, moins de 18 ans. Pour le pays. Il y a sûrement plus que 2000 joueurs. Eux autres, jeunes en dessous. Ils ont 385 000 joueurs aux États-Unis. Là. Mais à un moment donné, il faut que tu regroupes tes meilleurs talents ensemble pour qu'il y ait une émulation qui se fasse. Puis et nous, on l'a échappé à partir de ce moment-là. La courbe a chuté dramatiquement. Puis c'est pas... Il y a des gens qui pensent qu'il y a une discrimination à l'intérieur du Canada à l'intention des joueurs québécois. Il peut y en avoir Ça a déjà peut-être été vrai. Il peut y en avoir une jusqu'à un certain point parce que toute la machine de Hockey Canada est contrôlée du côté anglophone. C'est basé en Alberta et tout ça. Il y a une proximité. Absolument. Et ça, on sait comment fonctionnent les systèmes humains, là, puis ça se peut que ça arrive. Si t'es pas présent autour de la table, on risque de ne pas tenir compte de ton avis. Exact. Sauf qu'au repêchage de la Ligue nationale, les équipes de la Ligue nationale dépensent des millions et des millions et des millions en recrutement. Ils sont prêts à aller
trouver un joueur dans le nord du Kazakhstan s'il est capable de jouer dans la Ligue nationale. Et ils ont des joueurs québécois sous les yeux. C'est un verdict des 32 équipes de la Ligue nationale. S'il y avait une inefficience du marché et que les joueurs du Québec étaient plus performants que les autres et qui étaient victimes de discrimination, il y a certainement 4 ou 5 équipes qui en repêcheraient des poches, des poches pleines. Oui, qui rempliraient le camion et qui diraient venez vous en chez nous. Parlez-vous français? Ah oui, embarque. Mais tu sais, il n'y a pas eu de Québécois sélectionnés en première ronde lors des 2 dernières années. C'est un verdict. Il y a de moins en moins de Québécois qui sont... Avant, le nombre de Québécois diminuait. Là, c'est le nombre de Québécois repêchés qui diminue. Et là, si t'es pas repêché, c'est difficile de jouer. Il faut qu'on finisse par faire que quelqu'un fasse une action. Là. C'est beau faire des rapports, puis discuter, puis parler de gouvernance, mais là, il y a quelque chose qui peut se passer sur le terrain, puis qu'on règle ce problème-là une fois pour toutes. Là. Juste pour clore là-dessus, vous avez vu passer ce journaliste en Alberta qui, je pense que de cette façon empathique, on en parlait un peu avant l'enregistrement. John Shannon. John Shannon qui écrivait que la sélection de Montembeault, c'était justement une sélection politique, parce que si Montembeault n'était pas là, c'était 0, le nombre de joueurs québécois dans cette équipe-là. Moi, j'ose imaginer, si je me réfère à... Parce que là, on vient d'établir que s'il n'y a pas plus de Québécois dans cette équipe-là, c'est parce qu'il n'y en a pas tant qui méritent. Il n'y a pas de scandale là, à ce qu'il n'y en ait pas. Mais il y a 10 ans, 20 ans, c'était pertinent, je pense, là, de trouver... Comme, mettons, Martin Saint-Louis n'avait pas sa place originalement sur l'équipe qui a été à Sochi. Il l'a eu parce que Stamkos s'était blessé, mais c'est le premier exemple que j'ai, mais il y en a plein d'autres. J'ose penser que, c'est ça, il fut un temps où on faisait peut-être attention là, d'en inviter 1 ou 2, parce que c'était souvent ça, joueurs québécois, pour pas faire trop de chicanes. Pensez-vous que la sélection de Montembeault appartient à un concept comme celui-là? Je ne pense pas. Non. Honnêtement, puis je trouve ça frustrant qu'on entretienne ce discours-là. Je trouve que c'est quasiment insultant pour Montembeault de dire t'es là comme, tu sais, t'es le Québécois de service, là. Puis que dans le fond, t'es là juste parce que tu t'appelles Montembeault, puis que si t'étais né en Ontario, tu serais pas là. On va arrêter de t'appeler Sam parce que ça sonne pas assez Keb. On va recommencer à t'appeler Samuel. Oui, c'est ça. Ça, c'est... parce que ça rentre pas dans l'infographie. Non, la Ligue nationale, autrefois, écrivait Samuel. À un moment donné, ils ont coupé Sam, puis ils ont transformé Vincent Le Cavalier en Vinny Le Cavalier, puis Danny Brière. Puis Marty Saint-Louis. Marty. Bon, je cabotine, là, mais je pense que Samuel Montembeault a démontré qu'il a sa place, là. Puis c'est pas comme s'il avait volé de façon outrageuse la place à quelqu'un d'autre. Tu sais, il y a aussi on vient de dire qu'il n'y a pas de candidat. L'histoire émane de Edmonton où probablement que les gens de Edmonton sont un peu offusqués que Stuart Skinner n'ait pas été retenu. Puis on dit, ouais, mais là, pourquoi c'est pas Stuart Skinner? Mais en tout cas, à lire l'histoire, John Shannon, c'est pas un gars, ça semble être un gars posé, puis ça semblait pas être un constat... comme si Montembeault avait volé la place de quelqu'un. Lui disait, moi, je pense que Hockey Canada, c'est un organisme où il y a de la politique qui se fait. Et je pense qu'il y a pu avoir une intervention politique au sein de Hockey Canada pour dire faites une place à un Québécois. Et moi, écoute, ça m'apparaît pas méchant comme position, dans le sens où je pense pas qu'il y a de mauvais sentiments de la part de John Shannon, mais j'ai de peine à imaginer que les directeurs généraux de la Ligue nationale qui sont en charge de l'équipe, des gars intègres, Don Sweeney, Julien Brisebois, tout ça, accepteraient de faire une chose comme ça, de dire OK, il y a un autre gardien qui est plus méritant quelque part dans la Ligue qui devrait être au sein de l'équipe, mais on va prendre pour des raisons politiques les Québécois. Oui, puis on parle aussi on parle de hockey, parce que là, son argument, c'était de dire que c'était une directive politique ou qui provenait de Hockey Canada, mais dans quelle mesure Hockey Canada a à voir dans un tournoi qui n'est pas sanctionné d'une quelconque façon par la Fédération internationale? C'est une patente de la Ligue nationale de hockey aussi. Là. Ouais. Alors, toutes les équipes nationales, à un moment donné, ça transite sur le bureau de Hockey Canada, mais je suis pas sûr que Hockey Canada a vraiment les deux mains dans la composition de cette équipe-là. Sinon, Scott Salmon serait là comme il l'est d'habitude. Oui, mais c'est à peu près le même organigramme qui va être aux commandes d'équipe Canada. Mais c'est ça. Moi,
j'ai peine à croire qu'il y a des raisons politiques pour ça. En tout cas, si tu veux pas gagner, commence à faire des choix, c'est ça. Commence à faire des choix comme ça. Là. Tu vas perdre toute crédibilité auprès des joueurs. Mais à propos de Samuel Montembeault, je voulais rétro-pédaler par rapport à quelque chose que j'ai dit durant notre épisode spécial à propos de... Réactif. Sur la confrontation des 4 nations. Tu nous demandais, Alex et moi, est-ce que vous pensez que Montembeault va jouer? Oui. Puis... j'ai des bonnes questions, hein, Martin, à vous? Moi, je pense pas qu'il va jouer. Ben, tu vois, ce serait normal de se dire aujourd'hui qu'il est le 3e gardien de but. Ouais. Sauf que il reste encore 2 mois avant ce tournoi-là. Et c'est très pertinent. Je pense que les 3 gardiens de but concernés, Aiden Hill, Jordan Binnington et Montembeault, il n'y en a aucun qui est le numéro 1 assuré. Puis leur performance d'ici ce temps-là, durant les 2 prochains mois, va probablement dicter qui va se faire confier le filet. Alors, si le tournoi commençait la semaine prochaine, je t'aurais dit non. Mais sauf que là où j'ai commis une erreur en te répondant, je ne pense pas, de la même manière que Martin vient de le faire, c'est que il reste 2 mois à jouer, puis ça va être... Et à cet effet-là, je pense que les 3 équipes qui ont un gardien de but qui se disputent du temps d'utilisation pour le Canada vont peut-être en bénéficier parce qu'un gars comme Montembeault va se dire « Moi, je vais leur démontrer que c'est moi qui mérite le filet. » Puis ça pourrait être un incitatif encore plus grand. Puis tu le sens là, qu'il est combatif, c'est un gamer, puis lui, il veut montrer qu'il a sa place là. Il l'a eu. Maintenant, est-ce qu'il lui reste à montrer que c'est lui qui mérite d'avoir le filet? Puis je pense que les 2 prochains mois vont être très intéressants pour déterminer qui va jouer. Alors, à mon sens, même si on le voit comme un numéro 3 aujourd'hui, rendu au 15 février, ça pourrait être différent.